Il faut que cela soit clair dans l'esprit de tous. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, une chose est certaine. Ces officiers, qu'il s'agisse d'Assimi Goïta du Mali, d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, de Mamadi Doumbouya de Guinée ou d'Abdourahmane Tiani du Niger, ils sont des game changers. Pas parce qu'ils ont fait un push, mais simplement parce qu'ils viennent de mettre fin à un modèle qui était arrivé à son terme. Un modèle contre lequel tout le monde en Afrique était opposé, mais n'osait pas s'y attaquer par peur de représailles. Qu'on le veuille ou non, ils ont réussi à mettre dehors ceux qui pendant tant d'années imposaient leur rythme, imposaient leur calendrier, imposaient leurs hommes. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Il a dit qu'il a 3 personnes qui sont ses gens et qui sont de bonnes personnes. Un peut être le président de transition et un autre peut être le Premier ministre. Il a demandé si je peux seulement sortir pour faire une déclaration dans laquelle communiquer les noms du président et du Premier ministre afin de formaliser tout ça. J'ai répondu, cela est hors de question, les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Je me souviens ce jour-là, il m'a dit d'être compréhensif. Il a dit que quand il disait quelque chose à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, celui-ci répondait qu'il allait y réfléchir et qu'Ibeka est resté dans les réflexions jusqu'à ce qu'il parte. Donc, qu'il faut que, moi, je cesse cela. J'ai répondu, non, cela est hors de question. Les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Nous ne nous sommes pas entendus. Il est parti de son côté, je suis parti de mon côté. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique. Parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Quel est l'homme politique de la génération de ces aînés qui aurait osé faire cela? Qu'on les aime ou qu'on les déteste, ils ont fait ce dont tous rêvaient. Ils ont bravé les grandes puissances qui trônaient arrogamment dans ces pays depuis des décades. Ils ont mis un terme au mythe des grandes nations occidentales auxquelles on ne peut pas s'attaquer. Ils ont été garçons, comme disait. On aurait pu imaginer que l'on puisse mettre ainsi dehors l'armée française et avec elle se représentant dans un pays dit pauvre du Sahel comme le Mali, où ils étaient fortement installés depuis des décades. Quel est l'homme politique civil qui aurait pu envisager cela une seule seconde? Quel est l'homme politique qui aurait pu faire la même chose au Burkina Faso, au Niger, malgré les résistances clairement affichées de Paris? Qui aurait pu imaginer un homme politique suffisamment audacieux pour demander aux forces américaines de faire leur bagage pour quitter le Niger? Quel est l'homme politique qui aurait pu refuser de recevoir un sous-secrétaire d'État américain flanqué du chef des forces US basé en Afrique en visite dans son pays? Qui? Généralement, ils sont en territoire conquis. Ces militaires ont considérablement amélioré la situation sécuritaire dans cette région où les terroristes et les bandes armées étaient devenus les seuls maîtres des lieux à la barbe des armées européennes et américaines. Aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, nous travaillons, il y a des résultats probants sur le terrain. Le Mali, aujourd'hui, après 10 ans de présence étrangère, a aujourd'hui le contrôle de l'ensemble de son territoire national. Et la reprise de Kidal, il y a quelques mois, est un exemple concret. Et il y a beaucoup de Kidal qui vont se passer aussi sur le terrain, dans notre espace. Même si l'insécurité persiste, même s'il existe encore de nombreuses attaques de bandits armés, l'apocalypse annoncée n'a pas eu lieu. Avec ces hommes en treillis, la chanson n'est plus la même. Et ils osent désormais faire jouer la concurrence. On achète du matériel militaire chez les Russes, des drones chez les Turcs, des engins chez les Chinois ou les Iraniens. On sollicite des prêts auprès des Orientaux. Bref, on diversifie les sources. C'est open bar. On est donc loin du cirque qu'a vécu le président Touadéra en Centrafrique, ou alors qu'on refusait de lui vendre des armes, on lui interdisait en même temps d'en acheter sur le marché et d'en recevoir des partenaires. Disons-nous la vérité, les Russes ont sauvé la vie à Touadéra à un moment donné, contre les rebelles. Personne d'autre l'aurait fait. Personne d'autre n'était là pour le faire. Mais aujourd'hui, il y a aussi les Américains. Même incongruité à RD Congo, à qui pendant longtemps on a refusé de vendre des armes tout en lui interdisant d'en acheter sur le marché pour défendre l'intégrité de son territoire. Qu'on les aime ou pas, ces militaires du Mali, du Burkina, du Niger, de Guinée ont rebattu les cartes. La donne a changé. Il y aura désormais, qu'on le veuille ou non, un avant et un après Assimi Goïta, un avant et un après Ibrahim Traoré, un avant et un après Abdourahmane Tiani, un avant et un après Mamadi Doumbouya. Réussiront-ils à transformer l'essai? Ça, c'est un autre débat. Mais ils ont créé un nouveau cadre, un nouveau climat qui bénéficie à tous. Même si les autres dirigeants africains n'osent pas l'avouer à haute et intelligible voix, ils sont nombreux à apprécier. C'est ce qui explique l'extraordinaire popularité dont ils continuent pour la plupart de bénéficier auprès des populations.
Il suffit de voir l'accueil qui leur a été réservé à leur arrivée au Niger pour le premier sommet de l'AES. Le Niger, c'est le 3e pays le plus pauvre du monde, malheureusement pour lui. Et il y a des podiums dont on se passerait bien. Personne n'est capable de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise, pour parler poliment, en faisant un coup d'État. Vous comprenez bien qu'en fait, le grand perdant dans cette affaire-là, c'est d'abord le Niger. Certes, les grandes nations colonisatrices continuent d'afficher leur condescendance, mais leurs certitudes ont été quelque peu ébranlées. Elles s'affairent désormais à affiner leur stratégie pour conserver leur influence. Ces officiers sans passé politique, arrivés dans l'échiquier comme des ovnis, contre qui les grandes nations n'ont aucune pression directe parce qu'ils ne possèdent pas de compte bancaire ou de maison à l'étranger à saisir, parce qu'ils n'ont aucun agenda électoral, du moins pour l'instant, ont rebattu les cartes en prouvant que les Africains peuvent aussi envisager d'autres partenaires en toute liberté. Une bravade qui oblige les autres à discuter différemment désormais. Ne serait-ce que pour cela, ils ont déjà gagné une bataille. Pas la guerre, c'est vrai, mais une bataille que l'on veut décisive. Et pour cela, il faut avoir la correction, l'honnêteté de le leur reconnaître, même si les choses paraissent encore chaotiques et incertaines. Ils l'ont bien sûr fait avec le soutien des populations qui ont été plus promptes, plus alertes à comprendre et à adhérer à leur aventure. Mais ceci ne représente pas un chèque en blanc à ces nouveaux chefs, à ces leaders qui tiennent un discours qui ne séduit presque tous. Non. Ils ont gagné une bataille, c'est vrai. Mais les plus importantes, les plus grosses, les plus déterminantes restent à venir. Celles qui n'ont absolument pas le droit de perdre, au risque finalement de n'avoir provoqué qu'un cancer qui se métastase et qui va tuer le malade à la fin de la journée. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Cette image s'applique plus que jamais à ces dirigeants de l'AES. La première de bataille à mener au plus vite est vis-à-vis du peuple qui les a soutenus dans celle qu'ils viennent de remporter. Ce peuple s'est aligné derrière eux pour chasser ces armées d'occupation. Ce peuple a accepté de souffrir, de subir la violence des sanctions. Ce peuple a accepté l'austérité, l'absence de médicaments dont il avait besoin. Ce peuple a subi les coupures d'électricité qui ont tué de nombreux petits commerces, qui ont entraîné le décès de malades en salle d'opération. Ce peuple a accepté tellement de sacrifices qu'il veut maintenant commencer à voir le bout du tunnel. Il ne peut indéfiniment se contenter de rhétorique révolutionnaire. Il ne peut continuer indéfiniment d'attendre. Il s'agit maintenant, pour ces leaders, qui lui ont redonné sa dignité, pour ce gouvernement issu de ce coup d'État, pour ces régimes qui ont fait grandir en eux tant d'espoir, de fixer un cap, de sortir de la gestion au quotidien des affaires courantes pour leur donner de l'espoir. Ces populations sont fatiguées, lasses d'attendre. Il importe de leur montrer qu'elles ont eu raison de les soutenir, que le meilleur dans leur assiette, dans leur quotidien, est à venir.